La révolution numérique s'accompagne de grands changements en termes de mobilité et de nouveaux usages s'emparent du monde automobile. On en parle dans Mobility TV. Comment consomme-t-on l'auto en 2018 et vers quel type de consommation allons-nous pour les 10 ans qui viennent? Notre rapport à l'objet automobile est-il en train de changer totalement? On va en parler avec nos invités. La fine fleur des constructeurs français. Je fais la présentation. Philippe Buros, bonjour. Bonsoir. Directeur commercial France Renault. Guillaume Couzy, bonjour. Bonsoir. Directeur commerce France Peugeot. Amaury de Bourmont, bonjour. Bonjour. Directeur commerce France Citroën et DS. Et puis Julien Billon est avec nous. Bonsoir Julien. Bonjour. Directeur général 3A Data France, qui est la référence, comme on le sait, de la data en France, en tout cas pour l'automobile. À vous trois, vous représentez, messieurs, 6 voitures sur 10 vendues en France. Alors d'abord, peut-être Julien, que nous disent les chiffres en termes d'évolution de tendance de consommation? Oui. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ce pays par rapport à l'automobile? 4 grands faits. Le premier fait, c'est qu'on a encore une réserve de croissance sur le marché, puisque malgré une croissance de 4,7% l'année dernière, il y a encore un écart à 150 000 véhicules par rapport à 2010. Deuxième fait, c'est que la croissance est portée par les flottes de véhicules. Plus qu'avant? Beaucoup plus qu'avant, puisque les particuliers sont passés de 75% du marché VN à moins de 50% en 2017. Le deuxième fait, c'est l'émergence maintenant des formules locatives de forte croissance sur le segment des particuliers. Et le dernier élément, c'est le mix énergétique qui a été révolutionné ces dernières années. Philippe Buros, comment est-ce qu'on explique que les particuliers finalement achètent moins de voitures alors? C'est ça? Oui, enfin les particuliers achètent peut-être pas moins de voitures, mais les flottes tout au moins en achètent plus. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez aussi du développement dans les flottes qui vient, qu'il y a de plus en plus de véhicules donnés aux salariés dans les flottes, ce qui peut aussi expliquer la montée des flottes et la baisse relative équivalente des particuliers. C'est une baisse relative, c'est-à-dire vous le constatez dans tous vos chiffres, que ce soit Peugeot, Citroën, DS? On voit effectivement que la part relative baisse, mais en revanche, ça reste stable à peu près à 1 million d'acheteurs par an, puisque le marché étant en assez forte croissance, du coup, on reste autour de ce million. On ne répète jamais assez à quel point c'est miraculeux, compte tenu du nombre de taxes, de surtaxes, de malus, de PV, de droits de péage bientôt dans Paris et dans d'autres villes, qui nous tombent sur la tête, on est d'accord, hein? Vous êtes très fort, messieurs, il faut le dire quand même. Il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles. Guillaume Couzy, est-ce que vous savez si on roule moins en France ou si on roule toujours autant? Et est-ce que ça compte pour vous, les constructeurs? Je ne crois pas qu'on roule moins aujourd'hui en France. Je pense que c'est évidemment un élément qui compte parce que le nombre de kilomètres réalisés a un impact direct sur le type d'énergie qui va pouvoir être choisi par les consommateurs. Donc c'est évidemment quelque chose auquel on est particulièrement attentif. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on roule moins en France. Vous faites tous le même constat, Philippe Buros? Oui, c'est difficile d'avoir des stats sur ce point-là, mais c'est vrai que plus un client roule, il faut le dire, plus ça nous arrange aussi parce qu'il consomme de la prévente derrière. Ah oui, évidemment, oui. Alors, les grandes thématiques qu'évoquait Julien, propriétaire ou locataire, qu'est-ce qui est en train de se passer? LLD, LOA, c'est dominant maintenant. C'est pas dominant. Ça va le devenir. En revanche, c'est en forte croissance. Et en particulier, le phénomène nouveau, c'est que depuis 2014, on voit émerger maintenant les offres de LLD à particuliers, ce qui n'existait pas. Mais très clairement, en fait, le mode de financement locatif, finalement, les ménages sont en train de passer d'une logique en fait de capitalisation en fait par rapport aux véhicules à un coût d'exploitation, donc avec les formules locatives. De propriété à l'usage. En fait. C'est-à-dire qu'on achète l'usage, c'est ça. Qu'est-ce que ça change pour vous, les constructeurs, de mettre sur le pare-brise chez le concessionnaire 600 € par mois, 200 € par mois, au lieu de mettre 25 000 €? Je crois que c'est une des raisons qui fait que justement le marché se tient bien. C'est que pour les clients, c'est la possibilité d'acheter un véhicule en ayant un loyer fixe tous les mois, pas de surprise, et des montants probablement plus faibles que ce à quoi ils auraient pu s'attendre comparé à un prix cash. Guillaume Couzy, vous l'avez vu venir ça, vous tous? Alors ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années, et on l'a vu venir, mais en revanche on est surpris de la dynamique. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que c'est très favorable à la stratégie de montée en gamme de la marque Peugeot, puisque globalement, effectivement, ça permet assez facilement, avec des pas de loyer relativement restreints. Pour 50 € de plus, je vais pouvoir m'offrir une 508. Ou la version plus haut de gamme de tel ou tel véhicule, ce qui
globalement nous permet de vendre des mix qui sont très élevés et donc c'est très favorable à notre stratégie de montée en gamme. Philippe Burros, pareil Pareil, oui, c'est tout à fait très bien expliqué. C'est un phénomène, enfin le passage de la notion de propriété à la notion d'usage, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Alors au début, on l'avait vu, on pensait l'avoir démarré beaucoup plus vite que ça, c'est monté tout doucement. C'est le téléphone mobile, non, qui a fait ça aussi, non? Cette espèce d'usage... Je sais pas, je crois qu'il y a depuis 3-4 ans, les constructeurs ont aussi un peu pris l'habitude de communiquer plus sur le loyer que sur le prix de la voiture. Et ça aussi, ça atténue le prix d'une voiture, parce qu'aujourd'hui, quand vous affichez des objets entre 20 et 30 000 euros, ça fait quand même de l'argent. Quand vous dites c'est 300 ou 400 euros par mois, ça relativise un peu. C'est comme si vous dites un appartement, c'est 1 million ou c'est 3 000 euros par mois. Vous ne communiquez plus du tout sur le prix global de la voiture? Disons que ces dernières années, nous l'avons très peu fait. Il y a une petite tendance qui se dégage en ce début d'année, compte tenu de la prime de conversion, à ce que les constructeurs recommencent à communiquer en prix net. Je dirais que nous, globalement, on pense que pour notre stratégie de montée en gamme, c'est plus sain de communiquer sur des loyers, en effet. Et ça permet aussi, il y a un autre avantage, c'est quand vous communiquez en prix brut, ça incite tous les constructeurs à parler de remise. Et après, vous cassez la notion, la valeur du véhicule, parce qu'après, c'est moins 20 et moins 21 et moins 22. Julien Billon, est-ce qu'il y a des choses à dire sur la moyenne d'âge des acheteurs ou des loueurs de voitures dans ce pays? Oui, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le marché neuf à particulier, c'est une moyenne d'âge de 55 ans. Et en fait, il y a un rajeunissement de la population en fait, sur les formules locatives. C'est-à-dire que l'âge moyen en fait, d'un acheteur de VN sur une formule locative est plus bas. Et en particulier, en fait, toute la tranche de population 25-35 ans qui est plutôt surreprésentée sur les formules locatives. Vous le ressentez, vous, les constructeurs? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on voit. On voit que nos nouveaux modèles les plus récents chez Citroën, la C3 et la C3 Aircross, par exemple, sont ceux qui ont la part de LOA la plus élevée, et effectivement, ça correspond au rajeunissement de nos clients. La fameuse génération qui est née avec Internet et le mobile, je crois que c'est la génération Z, est-ce qu'elle consomme différemment l'automobile, Guillaume Couzy? Écoutez, pour l'instant, en achat de véhicules neufs, ils sont quand même relativement minoritaires encore. Bien sûr. Donc c'est un petit peu difficile de dire s'ils le consomment différemment, mais je rejoins ce qui a été dit. Globalement, on est plus jeune, plus on est réceptif à la notion d'usage versus la notion de propriété. Et quand on est constructeur, est-ce qu'on fait des efforts particuliers vis-à-vis de cette clientèle, Philippe Burros, ou pas? Ou est-ce qu'on pense global? On pense quand même global, parce qu'on ne rejette aucune classe de consommateurs. Par contre, c'est vrai que quand vous allez sur des notions d'usage, vous avez une captation du client qui est plus forte, et qu'un constructeur, avec sa captive, tient par une formule locative, le taux de renouvellement est beaucoup plus fort. Et, ça, c'est toujours vérifié. C'est-à-dire, un client en LOA, on est à peu près sûr de le garder, en tout cas plus. On n'est pas à peu près sûr, mais les taux sont bien meilleurs. Et en plus, il est plus fidèle à l'atelier de manière générale. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à une voiture qu'on ne demandait pas il y a quelques années, Philippe Burros? La connexion, que ça soit une voiture propre, que ça soit... Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les demandes des clients? De plus en plus d'objets technologiques, et on va de plus en plus vers une voiture connectée au sens large. Plus c'est connecté, plus le client est content, même si ce sont des connexions dont il ne se servira pas forcément. Oui, c'est vrai qu'après, le vrai enjeu pour les constructeurs, c'est qu'on nous demande de plus en plus de connectivité d'apps dans les voitures, mais c'est grosso modo des choses pour lesquelles les clients n'est pas prêt à payer à aujourd'hui. Donc pour nous, ça fait des investissements, ça fait pas forcément des revenus, mais on ne peut pas sortir de ce marché. Mais toutes les Peugeot, toutes les Citroën, les DS ou les Renault ne sont pas connectées à l'infini. Enfin, tout ça est en option la plupart du temps. Non, Guillaume Couzy. La plupart du temps, oui. Et puis pour répondre à votre question antérieure, nous, ce qu'on constate, c'est que les principaux critères de choix continuent à être des critères autour du design de la voiture et de la marque qui est choisie et en laquelle on a confiance. Et donc à ce titre-là, la réussite esthétique d'un véhicule et ce qu'il dégage reste quand même fondamental dans l'achat. Est-ce que le facteur prix s'estompe ou est-ce qu'il reste toujours déterminant à Il est déterminant, mais avec la LOA, par exemple, on arrive à le mettre de côté par rapport à un loyer qui de 149, 169 ou 189 euros qui est moins relié à un prix de 25 000 par exemple. Philippe Burros, quand on vous dit à vous tous, les voitures c'est de plus en plus cher, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai que
Oui, Comme c'est vous de plus l'avez en dit plus vous-même, cher. hein, on affiche des prix maintenant, Vous 30 avez 000 des bonnes- euros. Vous avez des bonnes et des mauvaises raisons. Si Oui. d'abord vous suivez quand même une certaine forme d'inflation, on a aujourd'hui des évolutions réglementaires qui font surenchérir aussi les voitures. Oui. À un moment donné, on veut des voitures propres, on impose un certain nombre de choses. Oui. Il y a quand même le coût qui va avec. Ouais. La sécurité active, passive, La sécurité. ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on a des objets qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient vendus il y a seulement 15 ans. On peut dire ça? Le gap est absolument incroyable. Hein. Ouais. Je vous invite à faire l'essai de vous mettre dans une voiture d'il y a 20 ans en termes de techno, en termes de sécurité, en termes de consommation, etc. C'est un fossé absolument énorme. On parle beaucoup de la diminution du nombre de morts sur les routes. On oublie souvent de dire que les voitures ont contribué largement. C'est-à-dire les voitures, à les la baisse. constructeurs. Oui. Les constructeurs ont fait le boulot, La qualité des la voitures. plupart du boulot. Si vous regardez depuis 15 ans, la ceinture, les airbags latéraux, la sécurité passive, Le régulateur, le régulateur, l'imitateur, enfin, Ouais. Et puis vous avez tous les éléments de conduite autonome qui arrivent progressivement et qui vont aussi contribuer à renforcer la sécurité des véhicules. Ouais. On vous pose beaucoup de questions sur la voiture autonome, à vous tous, dans les concessions ou sur le net. Il y a une vraie curiosité ou c'est encore un il y a une truc grande futuriste? curiosité. Maintenant, ça ne va pas forcément arriver demain matin. Enfin, vous savez, il y a 5 types d'autonomie, enfin 5 moyens. Ouais. Ça va être une délégation de conduite à la voiture qui va être crescendo. Au début, on va laisser la voiture. Quand on est bouché sur le périph', on va laisser la voiture et puis on va avancer comme ça. Mais la délégation totale, ça ne va pas arriver quand même demain matin. D'ailleurs, est-ce que vous avez des dates? Je pose la question à chaque fois que j'ai un constructeur devant moi. Vous pariez sur quelle date, Guillaume Couzy? Pour la voiture autonome dans la rue, tous les jours, je dépose les enfants à l'école. 2025 ? Vous dites 2025. Ah oui, c'est quand même que dans 7 ans, si j'ose dire. Moi, je dis la même chose. Vous êtes groupe. On est groupe. Philippe Burros, 2025, c'est dans 7 ans. Ah, dans la rue, enfin dans la rue, évidemment dans la rue, mais je veux dire en usage quotidien, quoi. En usage quotidien dans tous les endroits, le tour de la place de l'Étoile à 19h le soir, entre 2025 et 2030 quand même. Oui. Si vous voulez, le problème c'est un enjeu technologique dans un premier temps, mais c'est après la cohabitation entre l'objet technologique et l'humain qui continuera. Quoi. Oui. Si vous avez des voitures autonomes, ce sera probable, on peut le faire avant 2025. Oui. La cohabitation entre les deux, les problèmes réglementaires d'assurance et tout qui vont autour, ça parce peut que occuper. la législation n'a pas l'air d'évoluer pour l'instant. Les lois doivent changer. Il faut la Convention de Vienne, la fameuse Convention de Vienne, les responsabilités, etc. Oui. En tout cas, pour répondre à votre question initiale, c'est un sujet qui fascine les gens. C'est quelque chose qui fascine véritablement les gens, et donc les questions, elles sont très très fréquentes, et c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, est-ce que vos structures de vente changent? Enfin, j'ai pas d'autre formule que structure de vente, mais quand vous voyez qu'un ménage sur deux, dans une ville comme Paris, n'a plus de voiture, est-ce que ça vous pose une question? Parce qu'il n'y a pas que Paris, il y a Lyon, Bordeaux, Marseille, etc. Oui, je pense qu'on se pose tous des questions. Oui, mais... si vous voulez, c'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la fermeture des centres-villes plus ou moins qui arrive, et les nouveaux modes de consommation, car sharing, autopartage, vous l'appelez comme free floating, etc. Aujourd'hui, soit vous vous dites c'est un risque, on va vendre de moins en moins de voitures et on se contracte, ou alors vous vous dites finalement ça peut être l'opportunité aussi, il y a 4 personnes à un endroit qui n'ont pas de voiture, peut-être que c'est 1 pour 4, ça peut le faire aussi. Ouais. Donc ça peut être aussi une opportunité pour vendre des voitures à des gens qui n'en ont pas aujourd'hui. Mais vous ne ferez jamais les mêmes volumes dans 10 ans si on continue sur cette tendance Moi, je pense que si, parce que vous pouvez avoir la voiture transport en commun du futur. Aujourd'hui, demandez aux gens qui prennent le RER à aujourd'hui, si pour le même prix, ils sont à 4 dans une voiture partagée, ou le RER, à mon avis, il vaut mieux une voiture à 4. D'où le succès des VTC peut-être, et de ces formules, enfin le succès relatif dans les villes, bien sûr. C'est une partie de la réponse, je pense. Ouais. Mais vous avez, évidemment, je suppose que vous avez des études là-dessus, vous travaillez là-dessus, ou est-ce que finalement vous regardez simplement, quoi? Non, on fait plus que regarder. Effectivement, on travaille sur le sujet parce que ça pose des questions sur l'évolution du marché, ça pose des questions également sur l'évolution de notre footprint en termes de réseau de distribution. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on est très attentif. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il y a également des opportunités intéressantes de nouveaux business sur lesquels on commence à travailler fortement. Voilà. Oui, parce que vous pouvez être tous les trois les champions de l'autopartage, les champions de toutes les nouvelles mobilités. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde travaille sur le sujet. Le vrai problème, c'est comment ça va s'orchestrer dans le futur. C'est qu'on est tous en train d'acquérir des briques de droite et de gauche. On va se dire, on va construire un mur avec, mais on n'a pas encore complètement le plan. Mais on voit qu'il y a quand même une direction qui est donnée. On va terminer avec l'énergie.
parce que ça, c'est pas une petite question. Essence, diesel, hybride. Alors, où est-ce qu'on en est, Julien en termes de consommation aujourd'hui, en 2018 Oui, alors juste fin 2017, les chiffres de janvier ne sont pas encore sortis pour 2018, mais fin 2017, pour la première année en fait depuis 2012, enfin c'est pas depuis 2012 en fait, mais la décroissance avait commencé en 2012 avec 73% en fait des immatriculations en diesel, on est passé à moins de 47%. C'est spectaculaire. Et donc ça a été très très rapide, beaucoup plus rapide que prévu, sur le canal particulier très vite. On s'arrête une seconde là-dessus. Comment est-ce que vous l'expliquez, à part le discours ambiant, le diesel ça sent mauvais, le diesel ça pollue. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, Guillaume Couzy? En fait, on commence par l'expliquer par le discours ambiant, parce que c'est un phénomène qui amplifie énormément les tendances. Il y a un phénomène, je dirais, de rééquilibrage sur le marché français lié à historiquement un marché très très dieselisé, beaucoup plus que la moyenne européenne d'ailleurs. Donc c'est simplement une remise à peu près au niveau. C'était Jacques Calvet, le grand précurseur et le grand promoteur du diesel dans les années 80. Vous ne l'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Il y en a eu d'autres aussi. Il y en a eu d'autres aussi. En fait, toute la France a roulé diesel et on a demandé aux Français, on leur a conseillé, suggéré de rouler diesel. Et le marché français a été complètement décalé à 75% diesel, ce qui n'existait pas en Europe, il faut bien voir ça. Donc on est revenu en fait au niveau de l'Europe. Voilà, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de dramatiser la chute du diesel en France, mais finalement on revient jamais qu'à une moyenne européenne. Enfin ça a des conséquences pour vous quand même, enfin on va y revenir. Donc l'essence remonte. Alors l'essence, c'est le principal bénéficiaire en fait sur le marché, c'est que l'essence a repris, et puis ça frémit ensuite sur les autres énergies, mais très clairement le premier bénéficiaire c'est l'essence. Alors qu'est-ce que vous dites sur l'électrique? Parce qu'il y a toujours un petit sourire en coin, oui l'électrique, oui, haha. Bon, les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le troisième bénéficiaire. Enfin, quatrième, pardon, il y a l'hybride avant. Ça reste en part faible. En revanche, en volume, il y a une explosion de l'électrique, mais on est encore à 1,3% du marché en VM. Alors, c'est pas Renault qui dira le contraire, puisque Renault a été en quelque sorte pionnier. En tout cas, c'est vous qui avez investi massivement il y a déjà quelques années sur l'électrique. Vous, par exemple, si on prend une voiture comme Zoé, qu'est-ce que vous avez comme chiffre? Combien vous avez vendu de Zoé l'année dernière? Près de 16 000. En étant un petit peu taquin, je pourrais vous dire que c'est à peu près le volume que fait Volvo avec sa gamme en France. Quand même, un petit peu plus que ce que fait Jeep. Alors c'est vrai que ça reste pour des constructeurs, des gros constructeurs généralistes comme nous, vous dites, bon, 16 000, ça va, ça vient. Par contre, c'est quand même des segments à 30-35% de croissance tous les ans. Et dans l'automobile, les segments à plus 35, il n'y en a pas des masses. J'ai une question indiscrète. Est-ce qu'on fait autant de marge sur un véhicule électrique que sur un véhicule essence ou diesel? La question est indiscrète, mais c'est vrai que l'objectif quand vous êtes dans les affaires, c'est de gagner de l'argent sur toutes les motorisations. En tout cas, ça coûte moins cher à entretenir. Alors l'électrique PSA, on vous fait souvent le procès d'être un peu en retard là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'on a déjà beaucoup progressé sur la partie utilitaire du marché, sur laquelle on a eu une double offre et sur laquelle les deux marques progressent fortement. Et ce qui nous permet d'atteindre des très bonnes parts de marché. Et puis on reste en conquête sur le VP, on monte en puissance, mais on n'a pas du tout dit notre dernier mot sur le sujet. Et vous êtes sur l'hybride essence, l'un comme l'autre. On aura effectivement une offre à partir de 2019, un hybride essence dans les trois gammes des constructeurs. La voiture à hydrogène, ça fait sourire aussi, encore plus que l'électrique. Ça ne fait pas sourire, il y a des bonnes expériences, mais c'est vrai que les volumes sont confidentiels. C'est 90 véhicules en 2017, c'est très faible, et puis il n'y a pas d'offre. Enfin, clairement, il n'y a pas d'offre. Vous faites une croix sur cette technologie là, où vous la regardez comme ça? Pas une croix, on est en veille. Vous êtes en veille. Parce que pourquoi les Coréens, par exemple, ou les Japonais investiraient-ils autant d'argent sur des technologies? Justement, on est en veille pour s'efforcer de le comprendre et voir si c'est... C'est une très bonne réponse. Il y a quelques freins quand même, parce que c'est pas forcément accueillir une station hydrogène en bas de votre immeuble en ville, c'est pas forcément un truc qui attire les foules non plus. On voit la difficulté sur l'électrique à développer un réseau, donc on imagine bien que sur l'hydrogène... Je vous rappelle tout ce qui est arrivé sur l'électrique qu'on a suivi au départ, l'interdiction de se mettre dans un parking, et si elle prend feu, et puis on attend toujours le premier incendie. Oui, tout ça est réglé. Heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement, effectivement. Un dernier mot, le basculement de l'essence du diesel sur l'essence, est-ce que ça vous pose des problèmes industriels? Je sais que Peugeot a une demande en essence incroyable. Vous êtes à combien là en ce moment, vous, quand vous vendez, enfin sur le mois de décembre, on va dire, par exemple? Nous, globalement, on est à peu près au niveau du marché. C'est-à-dire que notre mix essence-diesel suit tout à fait le marché. Il est évident que la demande sur l'essence, elle est très forte, en particulier sur les véhicules vendus à des particuliers.
Ça nous a amené à nous sourcer cette année en volume de moteurs essence supplémentaires en Chine, par exemple, pour pouvoir répondre à la demande. Et l'usine chinoise arrive à suivre? Alors, nous avons réussi à faire qu'elle suive sur cette année 2017, le temps en 2018 de se remettre sur le bon mix de production. Donc évidemment, ça pose des difficultés parce que le phénomène il est très, très soudain, mais on se remet petit à petit au bon niveau. Et je dirais, même si les délais de livraison sur l'essence sont un petit peu plus longs sur le diesel, voilà le problème que ça pose. On vend encore du diesel quand même chez DS. Surtout en B2B. Oui, bien entendu, mais c'est pareil, chez Citroën, on est plutôt sur un peu plus fort que le marché en essence, on est plutôt sur du 57-58 et DS également. C'est aussi lié au mix des modèles qu'on a sur ces deux marques. Mais vous voyez, le lancement de DS7 Crossback dont on a pris les premières commandes nous montre qu'on est à nouveau plutôt plus fort sur le diesel. Donc effectivement, c'est aussi très tributaire du véhicule. Quand vous êtes sur du B, vous êtes plutôt plus essence, et plus vous montez en gamme, et plus vous passez sur du diesel. Chez Renault, on est très dieselisé. On était très dieselisé. On va dire, on est 52, 53 sur le diesel et 47 sur l'essence. Donc on est un peu décalé, mais ça vient surtout de notre poids flotte qui est plus fort que notre poids particulier. Les flottes sont plus dieselisées que le particulier. Est-ce que vous rencontrez des problèmes industriels, enfin des problèmes, des difficultés pour justement motoriser C'est beaucoup dire, mais enfin il faut s'ajuster à la demande et une usine, vous la faites pas passer comme ça d'un mix 60-40 à 40-60. Donc ça peut entraîner des délais de livraison un peu plus longs sur l'essence que sur le diesel, mais on s'adapte en permanence. Après, l'éternel problème de l'automobile, c'est de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est l'échelle des investissements. On a des délais plus longs sur l'essence, ça, tout le monde le confirme aujourd'hui. Oui, en général. Tous. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Vous n'avez pas de chiffres sur janvier, là, encore non. L'année a commencé comment? On terminera là-dessus. Philippe Buros. En commande, elle commence bien. En immatriculation, je vais dire, on n'a pas de chiffre depuis 3 jours. Le ministère est en panne, mais en commande, ça a l'air bien. Bon, et vous? Oui, c'est un bon démarrage d'année, tant en commande qu'en immatriculation, donc on est confiant. Et ce qui m'épate aussi, c'est que les portes ouvertes, ça a un impact. Ah oui, absolument. Et là, elles ont été très bonnes, on en parlait avant de rentrer, apparemment, elles ont été très bonnes pour tout le monde. Le fait de les décaler d'une semaine. Mais on est quand même sur un marché français qui, les 5 dernières années, fait plus 5 en moyenne tous les ans, ce qui est assez rare dans une telle régularité. Et étonnant compte tenu du contexte. Et qui arrive à un niveau maintenant très élevé. On n'est pas loin de 2007 en VPVU, qui était l'année record. Encore 5%, on va y être. Encore 150 000 véhicules et on est au niveau de 2010. Bonne année 2018, vive l'automobile. Merci à vous tous. Merci.